vie abondante. L'épanouissement qui n'existe que par Dieu. Échange, Débat. reportage, Puisez vos réponses dans l'émission Vie abondante. réalisation et présentation. Théophile Ndaïdzi. Merci d'écouter Radio Burundi, mettons depuis Bujumbura. C'est toujours l'émission Vie abondante. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce que nous avons vu la fois dernière. Et la fois dernière, c'était sur le processus du choix de mariage, où nous avons vu certains points comme la place de la prière qui est primordiale lorsque on fait ce processus de choix de conjoint. Nous avons vu aussi qu'il y a une période de vérification pour voir si c'est une personne adéquate avec laquelle vous allez cohabiter. La proposition aussi, c'est ce moment où on va proposer pour que enfin cette personne puisse accepter ou refuser cette gestion de la réponse. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui avec cette période. Lorsqu'on a terminé ce processus de choix de conjoint, il y a une période qui vient, c'est la période de fiançailles, où nous allons voir cette définition, qu'est-ce que c'est les fiançailles. Cette période est-elle nécessaire dans la vie? Combien dure cette période? Ou bien où est-ce que cette période peut avoir lieu? On verra donc les activités qui peuvent se faire pendant cette période. Nous avons donc des invités ici. C'est toujours les mêmes invités qui vont continuer avec le thème sur le mariage aujourd'hui, sur un sous-point période de fiançailles. On commence donc. Bonjour, à ma droite. Bonjour, monsieur Théophile. Bienvenue. Merci beaucoup. À ma gauche. Bonjour Théophile, je suis très content de me retrouver encore ici pour partager avec nos auditeurs les principes de réussite de la vie. Maintenant précisément concernant la vie du couple. Merci. Merci beaucoup. C'est Josaphat Ndaïchimiye à ma gauche et Manishimwe Emmanuel à ma droite qui vont nous parler de cette période de fiançailles. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur la période de fiançailles, dernièrement nous avons vu que après avoir proposé à une fille que tu veux qu'elle soit votre conjoint, votre futur conjoint, il y a cette période de gestion de réponse. Et nous avons vu que cette période n'est pas facile, cette période de gestion de la réponse. Avant d'entrer dans cette période de fiançailles, Monsieur Josaphat, pourriez-vous rappeler à nos auditeurs le point sur lequel nous avons terminé cette gestion de la réponse à la personne qu'on a proposé, qu'on veut vivre ensemble? Merci. La gestion de la réponse après la proposition, c'est une période très difficile pour les gens qui sont dans l'ignorance. Mais pour des gens qui sont bien avisés, qui ont la lumière ou qui connaissent la vérité par rapport à ce sujet, c'est une période qui est très facile à gérer. Le tout dépend de la connaissance ou de l'ignorance. Ah oui, parce qu'il y a même des gens parce que la réponse peut être négative ou positive. Il y a même des gens qui ont des troubles mentaux. Il y a même des gens qui se suicident, vous voyez, lorsqu'ils reçoivent une réponse négative. Dernièrement, j'ai rencontré une personne qui était en train d'appeler au téléphone une fille, et après avoir raccroché, il m'a dit, tu vois, cette fille que je viens de téléphoner, c'est le médicament qu'un docteur m'a prescrit. Il m'a dit que cette fille, tu dois la téléphoner matin, midi, soir, et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'est parce qu'elle est devenue forte, parce qu'elle est mauvaise comme mari, alors que moi, j'ai ma femme. Donc, le docteur m'a dit... Il était marié même. Ah oui, le monsieur était marié. Mais il y avait une fille qui était devenue forte, parce que le monsieur avait refusé de la prendre comme deuxième femme. Et puis, le docteur avait prescrit qu'il faut qu'il téléphone le matin, midi
et soit pour que la fille puisse se rétablir. Vous voyez. Donc la gestion de la réponse, pour des personnes qui sont dans l'ignorance, c'est très difficile. Mais pour la personne qui est dans la vérité, qui connaît ce que c'est le mariage et le choix du conjoint, c'est une période, la gestion de la réponse est très facile. Parce que vous voyez, si vous étiez en train de demander où habite Jean, vous arrivez sur le portail et vous demandez à la personne à côté, serait-ce ici l'habitation de monsieur Jean? Il vous dit non, ici, Jean n'habite pas ici. Ici, c'est chez monsieur Pierre. Ça, c'est une bonne réponse. Tu ne vas pas dire, c'est négatif. Non, Jean n'habite pas ici. C'est une réponse négative, mais c'est qui une est bonne. Positive. Qui est positive en même temps. Bonne. Donc, oui, si tu demandes, si tu proposes à une fille, est-ce que tu voudrais habiter avec moi, construire l'avenir avec moi? Et elle te dit non. C'est une très bonne réponse. Parce que c'est pas la bonne personne. Donc la mauvaise réponse, c'était de te dire oui, alors qu'elle sent en elle que c'était pas la bonne personne. Donc pour les gens qui sont avisés, toutes les réponses sont bonnes. Que ça soit positif ou négatif, c'est très bon. Merci. Merci beaucoup. Que ce soit réponse négative, elle peut être bonne, bien qu'elle soit négative. Justement, oui. Sur la gestion de réponse. Et d'ailleurs, il faut conseiller ces gens-là qui se mettent en colère. Oh, cette fille ne m'aime pas, elle se prétend être chrétienne. Mais comme vous venez de le dire, nous avons bien signalé que les histoires du mariage ne concernent pas, ces histoires d'amour ne viennent pas lors du choix du conjoint. C'est gens qui se permettent de se haïr parce que telle fille lui a dit non. Moi, je ne le comprends pas. C'est une bonne réponse, comme vous venez de le dire. Merci. Prenons cette option qu'une personne a accepté de prendre ce chemin de fiançailles. Les fiançailles commencent. Comment peut-on définir cette période de fiançailles? Si la réponse est négative, on reprend le processus du choix, comme on l'a vu dernièrement. Il n'y a pas de problème. C'est pas la bonne personne. On va sauter à la prière, à la période de vérification, à la première rencontre, à la proposition et la gestion de cette réponse, qui sera négative ou positive. Bien sûr. On reprend le tout et c'est bien tout en se disant quand même qu'on ne continuera pas à rater jusqu'à l'infini, tout en croyant que la prochaine fois je ne vais pas rater. Mais lorsque la réponse est positive, là c'est le début d'une période qu'on appelle fiançailles. La période qui est très nécessaire. Cette période de fiançailles, c'est une période de préparation du lancement officiel de votre entreprise qui est le foyer, qui est le mariage. Donc, chaque entrepreneur doit prendre un temps de préparer, de faire un plan détaillé de l'entreprise. Les gens ignorent que le foyer est la plus grande entreprise de la vie. Il faut vraiment un temps spécial, un temps suffisant pour préparer le début du foyer. Parce que imaginez, c'est la plus grande entreprise, l'entreprise qui va prendre tout le reste de ta vie. Ça mérite vraiment d'être préparé minutieusement. Donc, il y a des gens qui pensent que les fiançailles, c'est une période qui n'est pas nécessaire. Ils vous disent que les fiançailles, c'est pour chercher de l'argent. S'ils ont de l'argent, ils vont te dire, j'ai rencontré une fille, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et maintenant, la semaine prochaine, le mois prochain, on va se marier. Si on aura de l'argent suffisant. Ah oui, ils pensent que les fiançailles, c'est une période de chercher de l'argent seulement. Et si on aura terminé de s'équiper... Le matelas, le lit, de l'armoire. On va fixer donc la date de mariage. Non, c'est ça, ce n'est pas ça. Vous voyez, c'est une entreprise que vous allez démarrer. Je le disais, chaque entrepreneur, il a la vision de son entreprise, il a les objectifs de son entreprise, mais il va prendre un temps pour planifier. On l'appelle un plan détaillé. Il doit y avoir un plan d'affaires détaillé de l'entreprise. Donc, la période des fiançailles, c'est la période où on va prendre un temps pour détailler tous les détails de l'entreprise que vous allez former, qui est votre foyer. Donc, et ce temps doit être un temps vraiment au minimum une année.
C'est-à-dire qu'au moins une année au minimum. 2 ans, c'est bien, c'est la moyenne. Mais plus de 3 ans, c'est trop. Parce qu'il y a des conséquences pour des fiançailles qui sont trop longues, qui sont prolongées. Donc, la moyenne étant de 2 ans, le minimum d'une année, et la barre à ne pas dépasser est de 3 ans. Parce que on va, comme on le verra aussi, il y a des conséquences pour des fiançailles trop longues. Vous voyez ces gens-là qui se fiancent depuis l'école primaire, secondaire, tout ça. Là, on va dire quelque chose que c'est pas bon en fait. Il y a une moyenne, c'est une période de préparation, de planification de l'entreprise qui devrait durer au moins 2 ans en moyenne, une année au minimum et au plus 3 ans. Au-delà de 3 ans, c'est trop. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, comment peut-on définir cette période de fiançailles? Merci beaucoup, Théophile. Moi, je dirais que se fiancer, parce que fiançailles vient du verbe se fiancer. Donc, je peux dire que se fiancer, c'est se mettre d'accord pour cheminer ensemble sur la route de la vie. Je peux reprendre. C'est se mettre d'accord pour cheminer ensemble sur la route de la vie. C'est ça, se fiancer. Il y a dans cette définition des mots qu'on ne peut pas ignorer. Comme quoi? Comme se mettre d'accord. Il faut qu'il y ait un accord entre le garçon et la fille qui vont faire quelque chose ensemble. Cet accord est très nécessaire parce que ces derniers temps, lorsque nous étions encore sur le banc de l'école, il y a des histoires qui sont passées où un garçon ou une fille mettait dans sa tête que telle fille l'aime sans qu'il y ait de l'accord. Je pense que même maintenant ça existe. Où un garçon ou une fille peut mettre dans sa tête, oh, cette fille même. Ils ne se sont jamais parlé à propos. Mais voyons, ils se mettent dans sa tête que telle fille l'aime. Ça ne sont pas des fiançailles, non. C'est se mettre d'accord. Et la fille et le garçon, il a accepté. Quel accord? Pour cheminer ensemble, partir ensemble. Lors de la définition, nous avons dit que le foyer est un voyage. Vous voulez prendre un voyage. C'est un travail que vous voulez faire. C'est un voyage. Vous allez cheminer ensemble. Et c'est dans cette période-là des fiançailles, parce que chaque voyage, vous allez vous dire là où vous allez vous arrêter. Si vous voulez à Gitega, par exemple, de Bujumbura à Gitega, vous convenez si à Bugarama, vous allez vous arrêter pour prendre des brochettes, je ne sais pas. Si arriver à Kouibou, je ne sais pas, si vous allez vous arrêter pour... C'est dans cette période, comme M. Josaphat vient de le dire, c'est une période très délicate, très délicate. Ok. C'est une période très délicate, la période de fiançailles. Où est-ce que donc cette période peut avoir lieu? Est-ce que c'est n'importe où? Non. Vous voyez, les fiançailles, les fiancés, ce sont des entrepreneurs, je dirais. Ils ont besoin de se voir le plus souvent possible. Donc, la première chose qu'il faut savoir, le premier jour où vous vous convenez que vous allez vraiment cheminer ensemble dans la vie, il faut informer toutes vos connaissances, les autorités, les personnes qui vous connaissent. Directement, il faut mettre au courant vos parents, vos autorités spirituelles, les amis qui sont proches. Parce que à ce moment-là, vous allez commencer à être déjà qui se fréquentent le plus souvent possible. Il faut vous voir, il faut chercher un temps de vous voir le plus souvent possible. C'est pourquoi vous devrez informer presque, je ne dis pas tout le monde, mais tous les gens qui vous sont proches pour qu'ils soient au courant de la nouvelle relation, pour qu'il n'y ait pas de suspicion, pour que les gens ne puissent pas dire pourquoi telle fille et tel garçon sont toujours ensemble, pour qu'il n'y ait pas des choses qu'on dise à gauche, à droite. La première chose, c'est d'informer tous les gens qui vous sont proches. Et la deuxième chose, c'est de vous mettre en tête que vous allez toujours vous rencontrer, travailler dans des endroits qui ne sont pas isolés. Parce que vous êtes des entrepreneurs qui vont passer des heures et des heures en train de travailler, en train de causer, de dialoguer, de détailler des choses. Vous allez passer des heures ensemble. Il faudra vous mettre en tête que les rencontres de fiançailles se passent toujours dans des endroits qui ne sont pas isolés.
Par isolé, on entend des chambres fermées. Par isolé, on entend des endroits obscurs. L'isolation, ça peut être des pièces fermées ou bien des endroits obscurs. Les fiancés ne se rencontrent jamais dans de tels endroits. Pour des raisons de préserver la maison, mais j'ai bien précisé des pièces fermées. Les fiancés, lorsqu'ils sont en train de se parler ou de planifier leur projet, ils se rencontrent dans des pièces ouvertes. Si c'est chez le garçon, c'est bien dans la salle, mais c'est ouvert. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la fidélité et la confiance dans le foyer. Les fiancés qui se rencontrent dans des endroits qui sont isolés, ils risquent de glisser, on appelle le glissement sexuel. Les gens qui tombent dans ce piège de faire des rapports sexuels avant le mariage sont condamnés à perdre toute sorte de confiance dans leur foyer jusqu'à la fin de leur vie. C'est très dangereux. Parce que même dans le foyer, il y aura toujours tendance à penser que l'autre est infidèle. Parce qu'on se rappellera toujours que même dans les fiançailles, s'il a accepté ou si elle a accepté, qui peut me dire que c'était moi seul? Donc, cette chose qui s'appelle la confiance dans le foyer est très nécessaire. Donc, les fiancés qui glissent sexuellement dans les fiançailles, ils risquent de vivre toute leur vie dans le foyer, tout en pensant que l'autre, et tout en n'ayant pas confiance. Alors, donc, la confiance, c'est quelque chose qui est très important dans le foyer. Donc, s'il y a un glissement sexuel dans les fiançailles, c'est-à-dire que la confiance est perdue. Peut-être pour d'autres, mais on peut la reprendre, mais vraiment, c'est très difficile. C'est pourquoi, avant de parler quoi que ce soit dans les fiançailles, il faut savoir que les fiancés se rencontrent dans des endroits non isolés. Merci beaucoup. Cette période de fiançailles peut avoir lieu toujours dans des endroits qui ne sont pas isolés pour ne pas glisser dans ce glissement sexuel, bien sûr. Emmanuel, y a-t-il des conséquences qui peuvent avoir lieu lorsque ces fiançailles sont longues? Justement, oui. Oui. Lorsque les fiançailles dépassent 3 ans, il y a des conséquences qui doivent survenir. Lesquelles sont? Première conséquence, c'est le glissement sexuel. Tu vois, ta fiancée, n'oublie pas que tu l'aimes. Et cette habitude de se retrouver ensemble 4 fois par semaine, vous vous parlez, nous verrons qu'il y a une période où vous fortifiez votre amitié, vous vous disiez des poèmes, vous vous donnez des cadeaux, de bonnes paroles. Et vous cultivez cette amitié. Alors, à l'âge de 3 ans, ça peut susciter quelque chose en vous. Cette habitude peut engendrer une autre chose, comme le glissement sexuel. Ou en d'autres termes, commettre l'adultère. C'est commettre l'adultère. Nous utilisons le terme glissement pour... oui. Ça peut engendrer le glissement sexuel. Vous êtes habitué de vous voir. Lorsque la fille va visiter son fiancé, et lorsqu'elle ne le trouve pas à la maison, il sait où se trouve la clé, il va prendre la clé, va ouvrir son fiancé dans la chambre directement, et son fiancé va retrouver, dormir, je dirais, dans le lit. Et ça peut engendrer d'autres choses. Une autre chose que ça peut engendrer, c'est le refroidissement de l'amour. Cette relation peut se refroidir, ils peuvent se séparer. Et pour dire bon, c'est 2 conséquences de longues fiançailles, le glissement sexuel et le refroidissement de ces relations. Merci beaucoup. Continuez donc avec cette période de fiançailles. Y a-t-il des activités qui peuvent se faire pendant cette période de fiançailles? Bien sûr. Donc, on a dit que la période de fiançailles, c'est la période de planification pour planifier votre entreprise. Il y a 3 grandes activités qu'il faut faire dans les fiançailles. Nous remarquons ici, à gauche et à droite, des gens qui se disent dans les fiançailles, on est en train de chercher de l'argent. Il ne s'agit
savent pas qu'il y a d'autres activités, justement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le foyer. Parce que ici, nous utilisons des termes techniques, nous disons que le foyer, c'est une entreprise. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça, qui, dans les fiançailles, ce ne sont que des rencontres sur la plage, dans les mariages, des cousins, des voyages à l'extérieur. On rit, on des poèmes, on est là. On prend des photos. On prend des photos, on est à l'aise sur la plage, sur le sable, tout ça. Mais ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de préparer. Pour des gens vraiment qui sont conscients de ce que c'est le foyer, lors des fiançailles, il y a 3 grandes activités qu'il faut réaliser. La première, c'est le fait de détailler la vision de votre entreprise qui est le foyer. Il y a des choses et des activités qui doivent se faire dans chaque foyer. Vous devez prendre le temps nécessaire pour les détailler et de négocier jusqu'à ce que vous arriviez à un point commun. La deuxième activité, c'est le fait de s'aider dans le caractère. On va le voir, il faut s'entraider dans le caractère. Si vous êtes fiancé, sans doute, vous n'avez pas le même caractère. Donc, c'est la période de voir ce qui ne va pas chez l'autre, dans les comportements de l'autre, et d'essayer de s'entraider mutuellement. Et troisièmement, les fiancés, c'est le moment de fortifier votre amitié. Malheureusement, c'est la seule activité que beaucoup de gens réalisent pendant les fiançailles. Nous ne nous disons pas que c'est pas nécessaire, le fait de fortifier votre amitié, parce qu'il faut que les gens vraiment qui bâtissent ensemble, il faut qu'ils soient des gens qui sont déjà proches, qui sont amis, une amitié en fait. Mais c'est pas la seule chose, c'est la troisième activité. Prenons donc ce premier point qui est de détailler la vision de l'entreprise. Quels sont les points sur lesquels on peut articuler? Ok, merci beaucoup. Premier point qu'on doit traiter lors du détail de la vision de l'entreprise qui est le foyer, c'est le nombre et l'éducation des enfants. Joseph a bien dit juste au début que lorsque vous êtes dans le foyer, il y a des choses inévitables. Je dis bien qu'ils doivent arriver. Comme quoi? Comme les enfants. C'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Justement, oui. Mais ils doivent venir. Vous savez que de notre Dieu, le nôtre est très généreux, le nombre et l'éducation des enfants. Ici, lors du détail, est-ce qu'on peut déterminer si on aura tel nombre d'enfants? Je dis le nombre. C'est pourquoi il faut préciser. Si vous allez mettre au monde des enfants, 3 enfants, pourquoi pas 18 ou 20? Oui, il faut préciser. Vous deux, il faut qu'il y ait une précision. Et d'ailleurs, ça engendre des problèmes ici et là. Toi aussi, je sais que tu es au courant. Qu'ici, dans des familles, tu entendras une femme et son mari sont en train de se chamailler, comme si l'un serait la cause de cette stérilité. Mais c'est pas ça. Ou bien, ça peut engendrer un autre problème, parce que tu entendras la femme, moi, je ne peux pas mettre au monde la 4e enfant. Et le mari va dire, tu dois le mettre au monde. Et la femme va dire, non, moi je peux pas. Moi je comprends ce qui se passe. C'est que lors des fiançailles, ils ne se sont pas convenus sur le nombre des enfants. Passons sur l'éducation. Sur l'éducation des enfants. C'est très alarmant de prendre une chose qui t'est beaucoup précieuse sur cette terre, qui est l'enfant, et confier cette chose à une autre personne. Comme toi, tu disais tout à l'heure que c'est un dos de Dieu. Imaginez-vous, Dieu vous donne un dos d'un enfant. Et vous allez chercher une fille qui serait née à Tchendajuru, je ne sais pas, comme une Mishiha, je ne sais pas. Une fille qu'on appelle ici communément Mouyaya. Tu ne sais même pas où elle serait grandie. Tu ne sais même pas son comportement. Tu ne la connais pas. Et tu vas lui confier le don que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il t'arrive de penser ce que cette fille va inculquer dans ton enfant? Donc, elle devient responsable. Demain après demain, tu verras ton enfant de 10 ans commencer à fumer du tabac, du chanvre, et tu vas dire non, vraiment mon enfant, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Moi, son père, je n'ai jamais pris du tabac, et voilà mon enfant commence à prendre du tabac. Alors, ok. Est-ce que cela, c'est toujours à déterminer pendant cette période de fiançailles? Justement, l'éducation. Parce qu'aujourd'hui... Pour décider si on aura ou pas
la bonne C'était servante. Oui. On le précise dans cette période parce que si vous ne précisez pas, ça va attaquer les conséquences sont là. Il faut préciser si vous en aurez. Parce que moi j'ai déjà découvert qu'aujourd'hui les parents, ils savent que l'éducation égale un sac de riz, un sac de haricots, des spaghettis, je sais pas, acheter les cahiers. Et envoyer ton enfant dans une belle école. Dans une belle école. Ils vont te dire c'est ça l'éducation. Alors que c'est faux. L'éducation égale le temps. C'est le temps que tu passes avec ton enfant. Sans oublier bien sûr tous ces points qu'on vient d'évoquer. Justement. Ils sont au nombre, mais il faut aussi apprécier ce temps que tu passes avec ton enfant. Merci beaucoup. C'est un point qui est très délicat, ce qui est de le nombre et l'éducation des enfants. Est-ce que la plupart de ces fiancés convergent sur son nombre et l'éducation des enfants? Ah oui, ici il faut souligner quelque chose qui n'est pas bien compris par beaucoup de gens. Ils vous disent que les enfants c'est le don de Dieu. Des noms à gauche à droite, c'est Dieu qui met au monde Abjarimana, on dit que on ne peut pas être sûr. D'ailleurs Dieu a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Mais je me demande, lorsque Dieu disait ça, il y avait juste 2 personnes sur la terre. Justement. Il a dit multipliez-vous. Je ne sais pas si Dieu continue toujours à dire remplissez la terre alors qu'elle est déjà remplie. Mais mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, l'être humain c'est un être intelligent. C'est un être intelligent. L'homme c'est pas une chèvre, c'est pas une souris qui met au monde comme ça. Avec cette responsabilité de se reproduire, il y a aussi une autre responsabilité qui est l'éducation. Il faut mettre au monde les enfants que tu es à mesure d'éduquer. Et éduquer, comme Emmanuel vient de le dire, éduquer ne signifie pas nourrir. Parce que l'homme, c'est pas le corps seulement. L'homme, c'est pas le corps. Le corps, c'est une maison. Si tu donnes de la nourriture à tes enfants, si tu donnes des habits, ça ne veut pas dire que tu es un bon éducateur. Éduquer un enfant, ma propre définition concernant éduquer un enfant. Un parent qui dit moi j'ai éduqué mon enfant, c'est un parent qui est parvenu à ce que son enfant ait le même caractère que celui. S'il a un mauvais caractère, le père, et que l'enfant a son mauvais caractère, moi je vais dire que c'est un éducateur. C'est un bon indicateur. Si l'enfant n'est pas comme toi, vous voyez, il y a des gens qui sont la moindre qui disent moi vraiment mon enfant, l'enfant a pris. Les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui. Au lieu de dire les parents d'aujourd'hui, vous voyez, on se lamente, on dit les enfants d'aujourd'hui. Alors que l'enfant c'est le reflet du parent. C'est le reflet du parent. Vous voyez, les parents sont responsables à 100% de la vie de leurs enfants. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre de mettre au monde n'importe quel nombre d'enfants. Il faut voir les enfants dont tu es à mesure de mettre au monde. Pour les fiancés maintenant, là c'est un point vraiment crucial. C'est un point très important. Lors de la préparation de votre foyer, vous devez vous convenir sur le nombre des enfants que vous êtes à mesure d'éduquer. Éduquer, ça ne signifie pas avoir de l'argent. Il y a des gens qui vous disent, puisque nous avons beaucoup d'argent, puisque nous avons de la richesse, nous allons mettre au monde autant d'enfants que nous voulons. Pourquoi pas 20? Mais être à mesure d'éduquer un enfant, c'est avoir le temps suffisant pour être avec ton enfant. Donc, selon les activités que vous allez accomplir dans votre vision, vous pouvez voir, avec ce genre d'activité, on ne peut pas avoir le temps d'éduquer 10 enfants. Donc, on va mettre au monde 2, 5 ou 3. Ça dépend de vous. Si vous n'avez pas le temps, c'est ce que Emmanuel disait tout à l'heure. Les parents, c'est presque une désertion. C'est pourquoi on dit les enfants choisissent le caractère qu'ils veulent. Non, parce que tu n'as pas eu le temps d'être avec ton enfant. Et voilà, il y a quelqu'un à côté qui a eu le temps d'être avec lui. Et d'ailleurs, moi je poserai des questions à ces parents qui se lamentent et qui disent mon enfant a un mauvais caractère, mon enfant ne se comporte pas comme moi je me comporte. Si je pose la question à ce parent, par semaine, combien d'heures as-tu passé avec ton enfant?
depuis sa jeunesse. Maintenant, il est adolescent. Il est en train de se comporter comme il veut. Est-ce que tu peux me donner des statistiques et de me dire au moins par mois, je passais tel nombre d'heures avec mon enfant? Je sais que beaucoup de parents te diraient, non, moi j'ai pas le temps, je suis occupé, je suis au service, il n'y a pas de temps que je passe avec mon enfant. Et si tu ne passes pas si tu n'as pas de temps à passer avec ton enfant, c'est-à-dire que tu as mis au monde un enfant que tu n'es pas à mesure d'éduquer. Que tu as responsabilisé aux autres. Oui, tu as responsabilisé aux autres. Ça, c'est ce qu'il disait Emmanuel, vraiment, c'est très alarmant. De confier le plus grand. Qui t'a dit, Dieu t'a donné cet enfant pour le confier à une bonne ou à un professeur. Le père est le premier responsable de l'enfant. Il doit avoir le temps suffisant pour son enfant. S'il n'a pas de temps, d'ailleurs, depuis le plus jeune âge, si tu es toujours absent, si ton enfant, tu n'es pas avec ton enfant, il y a des autres qui sont à côté de lui. Il va prendre l'éducation de ses amis, de ses bonnes, de toutes ces personnes qui sont avec lui tout le temps, de ses amis de classe. Ils vont lui impliquer comment il va là. Pourquoi pas la télévision, Internet, Oui. C'est ça. Si vous ne voulez pas vous occuper de vos enfants, la télévision, les magazines sera à votre place, n'est-ce pas? Ah oui, là aussi c'est la conséquence de mettre au monde les enfants que tu n'es pas à mesure d'éduquer. Parce qu'il faut vraiment démentir son mensonge. Éduquer ne signifie pas nourrir, ça ne signifie pas donner le minerval, parce que ces professeurs, ils ne sont pas responsables de ton enfant. C'est toi le premier responsable. Ils peuvent t'aider, mais c'est toi qui vas avoir du temps suffisant. Donc, éduquer un enfant, c'est avoir le temps pour ton enfant. Donc, il faut se convenir sur le nombre des enfants que vous serez à mesure d'éduquer selon les activités que vous allez accomplir dans la vie. Puisque nous avons vu que les gens qui acceptent de passer cette période de fiançailles, ils ont la même foi, la même croyance. Et si la croyance que vous avez n'accepte pas de ce planning familial, ça ne sera pas un problème. Ok, c'est ce que je disais. Il y a ceux qui ont cette croyance que l'homme est comme une chèvre ou comme une souris. Il faut mettre au monde autant d'enfants comme on en veut. Comme par hasard. Ah oui, comme si l'être humain n'est pas différent des animaux. Mais ça, cette croyance, vraiment, je ne suis pas pour cette croyance. L'homme n'est pas un animal, c'est un être intelligent qui fait des choses avec une responsabilité. Donc même si pour le fait de mettre au monde les enfants, il faut être responsable parce que toi, tu es un seul, tu ne peux pas avoir le temps pour des enfants et en même temps avoir le temps pour les activités que tu vas réaliser dans la vie. Il y a des gens qui vous disent, oui, voilà, c'est Dieu qui donne de la nourriture, je peux mettre au monde autant d'enfants que je veux, parce que même les oiseaux mangent, mes enfants aussi auront de la nourriture, même s'ils sont au nombre de 20. Là, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il faut limiter le nombre des enfants parce qu'il n'y a pas de la nourriture. C'est pas ça que je dis. Moi, je le dis parce que tu ne peux pas avoir le temps pour t'occuper de ces enfants, pour que ces enfants deviennent comme tu veux dans l'avenir. Il faut vraiment balancer et voir selon les activités que vous ferez dans la vie et le nombre d'enfants que vous pouvez mettre au monde. Merci. On était en train de voir ce grand point qui est de détailler la vision du foyer ensemble avant de se marier et un point qui est très délicat, son nombre et l'éducation des enfants. Y a-t-il d'autres points sur lesquels articuler lors de ce détail de la vision du foyer? Justement, comme la profession, il faut s'entendre sur la profession. Donc, si ce que vous allez faire dans la vie, dans l'avenir. Si on dit profession,
Ça ne signifie pas que vous serez vous tous pasteurs ou commerçants. Non, tout simplement, vous avez quelque chose que vous voulez bâtir. Un mari peut être pasteur, sa femme peut être une commerçante. Ça, c'est pas grave. Parce que même profession, ça ne signifie pas même activité. Non. Mais vous avez... de se comprendre. Oui. Il faut savoir que même si vous avez un grand projet, vous avez quelque chose que vous êtes en train de bâtir. Et même si la femme est commerçante, l'argent qu'elle aura sera utilisé pour acheter un microphone, par exemple, acheter un parcelle pour l'église, je sais pas. Ça aussi, il faut s'entendre sur ça parce que souvent, ici et là, j'entends que ça cause beaucoup de problèmes. Oui. Y a-t-il un autre point qu'on ne peut pas négliger de cette période de fiançailles comme détail? Il y a aussi ce qui concerne l'endroit à habiter. Vous voyez, les gens qui vont cheminer ensemble, ils doivent détailler tout ce qui concerne ce voyage. Donc, si un fiancé a un projet de quitter l'Afrique, d'aller en Europe, il veut que sa vie sera là-bas. Lorsqu'il est au courant au moment de fiançailles, il faut qu'on prenne le temps de le parler. Parce que tout ce que vous allez réaliser dans la vie ici sur la terre, vous allez le faire dans un endroit précis. Donc, dans les fiançailles, on prend le temps de s'entendre sur l'endroit où on va habiter. Si dans telle ville, on se congèle, afin de ne pas improviser dans le mariage. Parce que les gens qui rencontrent beaucoup de problèmes dans le mariage, ce sont ces personnes-là qui toujours improvisent. Au moment des fiançailles, ils ne se sont pas entendus sur ça. Vous voyez les gens qui habitent ensemble pendant 5 ans, et vous voyez, il y a l'un ou l'autre, le mari ou la femme, il dit, moi je quitte ce pays, je vais habiter dans ce pays. Vous voyez, il va commencer. Je connais un foyer qui s'est séparé dans ce sens. Le mari a dit, moi je déménage, la femme a dit, moi je reste ici. Et ils ont dit, ah oui, on se sépare, tu restes ici, et moi je m'en vais. Ils se sont séparés, ce sont des gens que je connais. Donc, ça c'est un problème. Au moment des fiançailles, l'endroit à habiter est très important. Vous pouvez vous dire maintenant, on va habiter ici dans ce pays pendant 5 ans, ou bien pendant toute la vie. Après 10 ans, on va aller là. Ou bien quand tous les enfants se seront mariés dans notre vieillesse, nous allons quitter cette vie et nous allons habiter là. En tout cas, prenez le temps de détailler, même les plus petits détails de la vie du foyer. Vous prenez le temps pour en détailler. Ça vous préservera de vous chamailler, de ne pas vous entendre lorsque vous serez dans le foyer. C'est pourquoi les gens qui ont pris le temps de se dire toutes ces choses au moment des foyers, vraiment, c'est très bon, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Parce que chaque fois, lorsque le moment arrive, c'est l'application de ce qu'on s'est entendu. Ce sont des bons entrepreneurs qui ont bien planifié. Il y a celui qui a appelé la planification la loi de la navigation. C'est la loi de la navigation. Avant de quitter le port, il faut d'abord tracer le cap. Ils tracent le cap parce que dans l'océan, il n'y a pas de route. Mais ils savent là où ils vont depuis le début. Donc, on va prendre le temps vraiment de détailler toutes ces choses au moment des fiançailles. Merci. Il y a un point qui n'est pas aussi négligeable ou au moins important, qui est la gestion de l'argent. Est-ce que ce point peut venir dans cette période de fiançailles pour être débattu? Justement, ça doit revenir. Et d'ailleurs, ce point est à la cause de beaucoup de divergences dans les foyers.
Il faut s'entendre sur la gestion de vos finances. Parce que moi, je vois ce qui arrive. Lorsque l'argent arrive, vous ne savez pas quoi faire. S'il faut acheter une voiture, s'il faut acheter un parcelle, s'il faut, je sais pas, s'il faut bâtir, s'il faut acheter des habits, je sais pas. En tout cas, là-bas, les problèmes doivent survenir. C'est pas sur ce point seulement. Il y a une autre chose qui peut être un problème, qui est le dîme pour les chrétiens, qui donne le dîme. Tu peux dire non, comme nous avons eu 1 million, il faut prendre 100 000, nous allons amener ça dans l'église. Et l'un dans le foyer va te dire non, est-ce que toi tu es plus riche, plus que pasteur, celui qui s'habille très bien, plus que les autres, il costume tout le dimanche, et on va lui donner aussi de l'argent. Ça aussi, ce sont des problèmes parce qu'ils ne se sont pas convenus sur cette gestion. Si cette gestion. Mais si ce serait convenu, ça ne serait pas un problème. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose aussi sur la gestion des finances dans le foyer. On a dit que lorsqu'on se marie, on sait que la première chose qui est inévitable, c'est l'arrivée des enfants. Donc il faut se convenir sur le nombre et l'éducation des enfants. Mais il y a aussi cette deuxième chose qui est les finances. Vous aurez de l'argent viendra sans doute. Alors que ferez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Puisqu'il y a quelqu'un qui a dit que lorsqu'il y a une vision, il doit y avoir une provision. Bien sûr. Justement. Ah oui, bien sûr. Vous aurez de l'argent. Mais il y a des fiançailles, vraiment, c'est très étonnant. Vous avez des fiançailles. Vous passez toute la période des fiançailles. Vous ne vous êtes jamais parlé sur ce sujet concernant la gestion des finances. Chaque entreprise doit avoir un directeur financier. Parce qu'il y a son côté, chaque gouvernement a un ministère des Finances. Donc le foyer aussi, il a son côté finance. Qu'est-ce que vous êtes convenu sur les finances? Il y a des gens qui vous disent, par exemple, il peut y avoir un débat. Pour moi, si l'argent arrive, je vais construire une maison pour sécuriser mes enfants et mon avenir, parce que le loyer, tout ça, paye le loyer tous les jours. Toi, Marie, peut-être la femme peut dire, si nous avons de l'argent, nous allons construire une maison. Et le mari va dire, non, nous sommes des entrepreneurs. Moi, je vais multiplier. Il ne faut pas mettre cet argent. Construire une maison, c'est comme enterrer de l'argent. Moi, si nous avons de l'argent, je vais investir. Je vais démarrer une entreprise d'affaires, une entreprise commerciale. On va multiplier cet argent et puis les bénéfices de cette entreprise, on va construire la maison. Et la fille qui dit, non. Si on va dans le commerce, l'argent peut se perdre. Ça peut être un débat de 2 ou 3 mois. Jusqu'à ce que vous ayez un compromis concernant votre gestion. Et si il n'y a pas de compromis? Non, le compromis va venir de tout. En tout cas, vous vous êtes choisi, c'est bien. Donc ce sont des négociations. Et dans les négociations, il y a toujours chaque côté peut céder. Ce qui est important, c'est que pendant toute cette période de fiançailles, et d'ailleurs c'est ce qui vous montrera que les fiançailles sont terminées. C'est lorsque vous serez convenus si un plus grand nombre de points. C'est là où les fiançailles sont terminées. Pour dire que pendant cette période de fiançailles, on doit toujours détailler le nombre de l'éducation des enfants, la profession que vous allez mettre en avant, déterminer l'endroit où vous allez habiter et cette gestion de l'argent. Bien sûr. S'il y a quelque chose qu'on a sauté, c'est-à-dire que les fiançailles ne sont pas terminées. Non, les fiançailles ne sont pas encore terminées. Aussi, il y a quelque chose sur laquelle vous ne vous êtes pas encore convenu, vous allez continuer. Même si vous avez de l'argent, parce qu'on a dit que c'est des périodes de fiançailles, c'est pas question de chercher de l'argent seulement. Oui, on cherche aussi de l'argent parce qu'on en aura besoin, mais c'est la question. Les entrepreneurs, avant de démarrer l'entreprise, de dire, aujourd'hui c'est le lancement officiel de l'entreprise, les actionnaires doivent s'entendre sur tous les détails de l'entreprise, les salaires des ouvriers, tout ça, les délais d'exécution, comment les transactions, tout ça. Lorsqu'il y a un point sur lequel on ne s'est pas encore convenu, les actionnaires doivent se dire, le plan n'est pas encore achevé. On ne peut pas prévoir le lancement officiel.
Il en est de même pour le mariage. Les fiançailles, c'est la période de s'entendre sur tous les points concernant leur foyer. Donc, vous saurez que les fiançailles sont terminées lorsque vous vous serez convenu sur presque tous les points dont vous vous rappelez et qui concernent le mariage. Peut y avoir une de ces personnes peut accepter de se marier parce qu'il a peur de perdre son conjoint sans qu'il y ait un compromis sur tous ces points, sur le nombre et l'éducation des enfants, sur la gestion de l'argent, et il peut accepter comme ça. Là, alors, c'est très dangereux. Y aura-t-il des conséquences à la longue lorsque cette personne accepte comme ça de perdre son conjoint? Les conséquences sont là. Les conséquences sont là parce que je compare aux actionnaires qui sont en train de planifier. Et puis, lors de la planification de l'entreprise, il y a l'un qui va te dire, moi, les dividendes, donc les bénéfices qui vont provenir de l'entreprise, moi, je vais prendre 80%. Et toi, tu vas prendre 20%. Imaginez si l'autre auquel on a attribué 20%, de peur de ne pas perdre cette position dans cette entreprise, il accepte. Est-ce que tu vas me dire que tu vas me demander les conséquences qu'il y aura? Lorsque l'entreprise commence à générer des revenus, il va se retrouver avec 20% et l'autre 80%. Donc c'est très dangereux lors de la planification. Il faut tenir à tes convictions. Il ne faut pas accepter l'inacceptable parce que lors du foyer, les conséquences vont retomber sur toi. Et d'ailleurs, et c'est inévitable. C'est la raison pour laquelle nous disons que pour des gens qui se sont bien choisis, il y a toujours un compromis. Il y a toujours un point commun lorsqu'ils étaient. Il faut se rappeler aussi que ce sont des gens qui s'aiment. Et lorsqu'on a dit du processus et des critères de choix, on n'a pas choisi n'importe qui. On a choisi une personne selon des critères. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de grandes divergences qui arrivent. Il n'y a pas de grandes divergences qui arrivent lorsque des gens se sont bien choisis. Ah oui, parce que ici on est dans les fiançailles, mais il faut vous rappeler que c'est pas n'importe qui que tu as choisi, c'est une personne que tu avais analysée selon les critères qu'on a vus antérieurement. Normalement, il n'y a pas beaucoup de divergences dans les fiançailles, c'est question seulement de s'entendre, de s'en parler. Oui. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Avez-vous des conseils que vous pourriez prodiguer à nos auditeurs en ce qui est de cette période des fiançailles en général? Yann, mes amis jeunes, filles et garçons, au lieu de focaliser, parce que nous avons dit que cette période est composée de 3 étapes, et Joseph l'a bien signalé que beaucoup de jeunes, beaucoup de fiancés focalisent toutes leurs forces sur la fortification de l'amitié. C'est pas mauvais, c'est bon, mais il ne faut pas oublier cette période qui est le fait de détailler la vision de votre entreprise. Parce que si j'essaie d'analyser, je vois que ce que nous venons d'évoquer ici, s'ils ne sont pas bien traités, c'est ces points-là qui sont à l'origine des échecs dans le mariage. Si tu essaies d'entendre ici et là, tu trouveras que c'est la profession, l'endroit d'habitation, la gestion des finances, le nombre d'éducation des enfants. Ils sont à l'origine des échecs dans les familles. C'est pourquoi moi j'ai conseillé les fiancés, il faut aussi focaliser leurs forces sur le fait de détailler leur vision. Merci beaucoup. Quelques conseils à nos auditeurs sur cette période de fiançailles? La victoire se planifie. La victoire n'est jamais un hasard. La victoire ne peut pas tomber dessus. Donc, pour avoir un foyer réussi, ça doit être bien préparé. Donc, s'il n'y a pas de plan, si tu ne planifies pas, il y a quelque chose que tu as planifié. C'est l'échec. Si tu ne planifies pas, il y a quelque chose que tu as déjà planifié là. C'est l'échec. Donc, des gens qui sont dans les fiançailles, qui ne sont pas conscients que le foyer c'est un grand projet, une grande entreprise, et qui se permettent de perdre tout leur temps en train de causer ou de dialoguer, de se dire des poèmes, mais qui oublient que dans le foyer, il y a des choses qu'il faut planifier. Les enfants doivent venir nécessairement. Vous aurez de l'argent à gérer. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent dans le foyer. Vous ne vous dites rien, vous ne parlez de rien à propos de ces choses. Sois sûr, la victoire n'est jamais le hasard. La victoire,
c'est toujours un fruit ou une conséquence d'une planification, d'une préparation. Merci. Le secret de la réussite, c'est donc cette grande préparation. Bien sûr. Je vous remercie donc d'avoir participé dans cette émission Vie abondante où nous étions en train de voir cette période de fiançailles, période qui est très délicate, et nous avons vu donc la définition de cette période de fiançailles. Nous avons aussi vu où est-ce que cette période peut avoir lieu. Nous avons vu les activités qui se font pendant cette période. Je rappelle ici cette activité qui est très primordiale de détailler la vision de l'entreprise qui a des points comme le nombre et l'éducation des enfants, la profession, déterminer où habiter et la gestion de l'argent. Merci beaucoup à mes invités. À ma droite, c'était Emmanuel Manichim et à ma gauche, Joseph Ndaishimiye. Merci beaucoup. Merci, M. Théophile. Merci beaucoup. Et la nuit est meilleure pour tout le monde. Et vous tous qui étiez à l'écoute, merci de votre aimable attention. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. C'était Vie abondante. Une émission réalisée et présentée par Théophile Ndaizig.